commencer par le sujet manufacturing. J'espère que vous avez passé un bon moment en terrasse. Je suis avec donc Zakaria Attali qui est dans mon équipe et on va présenter à deux donc la plateforme 3D Experience, mais dans un contexte pur manufacturing. On a parlé de la continuité digitale, donc on quitte le monde de l'engineering, on transforme les informations dans le monde du manufacturing. Si j'appuie pas sur la zapette, ça va marcher. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est dans cette présentation-là qu'on va introduire la notion d'extension du jumeau numérique. On a parlé tout à l'heure des jumeaux numériques du produit, que l'on va pouvoir simuler dans son contexte d'usage. Là, on va arriver dans les jumeaux numériques de la production. On va simuler les environnements de production, là encore, dans un objectif de faire bon du premier coup. Et comme on l'a vu ce matin, les aspects de développement durable, vous vous souvenez qu'il y avait 5 piliers dont j'avais parlé ce matin, les aspects de production sont super importants, notamment pour tout ce qui est consommation d'énergie et la gestion des déchets qui sont produits par ces environnements-là. Donc on va pouvoir modéliser tout ça, analyser et faire tourner tous les outils qu'on a vus ce matin en amont et avec la continuité digitale, commencer à simuler la production. Donc, pour reprendre les éléments de contexte, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de modifications, de transformations qui s'opèrent, et notamment on l'a vu avec la pandémie qui nous a touchés tous au niveau mondial. Il y a eu des décisions qui ont été besoin d'être prises. Certaines entreprises ont dû s'arrêter, d'autres ont été obligées de continuer à travailler et s'adapter en maintenant la distanciation sociale. Donc ça a modifié un certain nombre d'usages et de façons de travailler. Et puis donc la problématique d'approvisionnement des matières premières, notamment par exemple dans les aspects de médicaments ou sur certains produits qui sont un peu critiques. Je parlais ce matin des semi-conducteurs. Ça engendre des grosses difficultés pour maintenir le commitment sur les délais de livraison auprès de vos propres clients. Donc il y a tout un contexte actuel. On voit aussi, c'est particulièrement vrai en Europe, en Allemagne. C'est vrai que c'était calme. Donc il y a une grosse pression sur la pyramide des âges, et donc c'est très important aussi de capitaliser sur les savoir-faire pour transmettre l'information aux plus jeunes et permettre donc de capitaliser sur les savoir-faire. Donc un certain nombre de transformations qui s'opèrent, et évidemment là aussi, encore une fois, comme ce matin, la plateforme 3D Experience va permettre de résoudre un certain nombre de sujets. Notamment, encore une fois, par la continuité digitale, on va pouvoir transformer cette information qui est fournie par l'engineering dans une nomenclature de production qui va tenir compte de tous les environnements qui sont passés avant, et notamment d'avoir une nomenclature de production, ce qu'on appelle 150%. C'est ce que Zach va nous présenter dans quelques minutes. Donc la plateforme va justement permettre cette continuité digitale, encore une fois, en transformant les informations pour être utilisées au niveau du bureau des méthodes et créer un dossier d'industrialisation qui va être complet, associé aux données d'engineering et lié avec les change management dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous faites une modification à n'importe quel moment, les modifications se propagent pour peu que les managers, comme on l'a vu dans la démonstration ce matin, vont valider la transformation. Mais pour ça, une fois que je vais construire ma nomenclature de production, je vais y associer un certain nombre d'éléments dont je dispose. Et notamment, une des premières étapes que je vais faire, c'est du make or buy. Est-ce que je produis avec mes propres moyens de production dans mes usines, ou est-ce que j'achète, ou est-ce que je sous-traite les composants que je vais devoir utiliser ou assembler? Et donc, on va définir par la suite la gamme opératoire, soit de production, puisque je produis en local, soit d'assemblage, avec les éléments que je récupère. Et on va tenir compte des ressources qui sont associées à ces éléments-là. Donc avec ces différents éléments qu'on appelle dans le jargon d'Assosystème le PPR, Product Process Resource, on va avoir un dossier d'industrialisation complet. Et c'est ce que Zach va nous montrer maintenant en détail, et qui va répondre aux questions qui sont ici. J'en les avais déjà parlé ce matin. C'est qu'est-ce que je dois produire, où et comment je dois le produire. Est-ce que j'achète, est-ce que je produis en local? Et une fois qu'on a défini ce jumeau numérique de moyens de production, comment je vais l'optimiser? Je vais le mettre sous contrainte, ce jumeau numérique de production. Ça aussi, on montrera en détail tout à l'heure. Et puis une fois que ça c'est fait, on va pousser l'information sur le temps réel. Donc qu'est-ce qui va s'exécuter en temps réel à l'atelier? Ça c'est soit... Non, il y a des gens de Asso Systèmes dans la salle. Donc on pousse ça dans le MES à Priso.
et donc pour être piloté en temps réel dans l'atelier. On verra ça à la fin. Donc Dalmia, c'est la marque Dassault Systèmes qui couvre ces aspects de production. Et on a un certain nombre de briques qui correspondent à des rôles dans la 3D expérience. Et on va pouvoir les structurer de manière précise par rapport à ce dossier d'industrialisation dont je viens de parler. Et donc, dans un premier temps, on va travailler uniquement sur les aspects de process, de définition de ce dossier d'industrialisation. Bonjour à tous. Déjà, Franck vous a parlé de dossier d'industrialisation. Donc là, la première étape pour le dossier d'industrialisation, c'est quand même se poser la question de pas qu'est-ce que je produis, mais avec nos mots d'aujourd'hui qu'on souhaite utiliser, c'est qu'est-ce que je consomme. Et qu'est-ce que je consomme, c'est visiblement dans la partie MBOM où je vais me poser les questions, qu'est-ce que je fabrique, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce qui est peut-être rentable de produire chez moi et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui y est comme consommable de production, et que potentiellement je n'ai pas traité lors de la phase engineering. Par exemple, dans les moyens ou dans les consommables, on peut citer notamment l'huile, la graisse, etc. Mais dans un futur proche, peut-être qu'il va falloir prendre en considération pas que l'huile et pas que les consommables de production, mais aussi la consommation d'énergie, et qui va être liée, qui va figurer dans la MBOM, peut-être aussi l'impact que cet objet va avoir sur l'environnement dans la nomenclature de notre produit. Et ensuite, bien sûr, nous, dans une entreprise, on ne traite pas qu'un seul produit. Un produit peut avoir plusieurs configurations, plusieurs variantes qu'on va pouvoir adresser aussi dans cette application-là. Bien sûr, avec les outils de Dassault Systèmes et les fonctionnalités qui vont bien, qui nous permettent de détecter les erreurs très en amont dans la phase d'industrialisation, pour éviter le moins de consommation, encore une fois, d'énergie et de matière inutile. Et donc, on a ces dalles-là, 3D, avec ce lien fort avec le 3D. Le 3D est quand même un langage universel qui nous permet de prendre compte directement et de se rendre compte immédiatement des erreurs qu'on peut faire, contrairement à un tableau Excel, par exemple, ou des oublis, où, par exemple, l'information est portée par le texte et n'est pas une information visuelle. D'accord ? Donc après ça, qu'est-ce que je fais ? Je vais devoir faire ma gamme de fabrication. Donc la gamme de fabrication, encore une fois, on retrouve la même ergonomie d'usage. Donc c'est présenté comme un process flowchart avec sur chaque opération le 3D de la pièce concernée. Donc je vois immédiatement si je suis en train, ou si je suis à la bonne étape, ou si je suis en train de faire ce que je suis censé faire. Et donc je vais pouvoir définir les différentes contraintes temporelles entre mes différentes opérations. Certaines opérations devront se terminer avant d'autres, certaines peut-être commencer avant d'autres. Et si je décide de réorganiser ma gamme opératoire, je vais voir directement l'impact de cette réorganisation sur les dalles 3D que vous voyez. Donc ça permet aussi de gagner en flexibilité et pouvoir se poser toutes les questions possibles et voir quel sera l'impact de ce changement-là sur ma ligne sur ma gamme opératoire. Bien sûr, avec quelques livrables aussi qui sont mis à jour de façon dynamique, notamment ici ce qu'on voit, le Gantt, qui, lui, va pouvoir me donner une estimation, encore une fois, très en amont. Je suis au début du dossier d'industrialisation. On va voir qu'on va l'affiner au fur et à mesure du temps de cycle nécessaire pour la production de ma pièce. Ensuite, j'ai défini ma gamme opératoire, j'ai défini qu'est-ce que je vais consommer. Je vais devoir, là pour l'instant, adresser des questions de layout, contextualisation, et je vais devoir définir des ressources. Et pour définir des ressources, il va bien falloir que je les mette dans un contexte et voir quel sera l'impact des ressources sur le layout. Optimiser le layout, c'est aussi optimiser les ressources. Consommer moins d'espace, c'est quelque chose qui rentre dans le cahier de charge de la sustainability. Et donc, je vais pouvoir construire commencer la construction de mon jumeau numérique, soit, parce que aussi la question qui arrive très vite, c'est où je vais trouver le 3D de mes machines. De plus en plus, lors de la livraison d'une machine, on peut aussi demander
le 3D de la machine. On peut aussi, comme vous le voyez ici, utiliser des catalogues qui sont fournis avec l'installation de la 3D Experience, avec des ressources paramétrisables qui vont s'adapter aux dimensions 2D que vous allez définir pour construire le début des ressources que vous allez utiliser ou le début de votre jumeau numérique. On va voir après, quand on va simuler tout ça, qu'est-ce que ça donne. D'accord ? Ensuite, quand j'ai défini mes ressources, va bien falloir que je passe par une étape d'équilibrage. J'ai un takt time, donc le takt time, c'est la production ou bien la demande que j'ai dans un cahier de charge divisé par le temps, et ce takt time, finalement, peut-être qu'aujourd'hui, avec le contexte qu'on a aujourd'hui, il va devoir évoluer. Hein. Il ne va plus prendre en considération que la demande ou que la commande, mais aussi peut-être prendre en considération une certaine consommation d'énergie qu'il ne va pas falloir dépasser. Et donc, on va devoir rééquilibrer la ligne et faire un transfert de charge vers différentes stations à côté, ou bien multiplier les stations ou autres si nécessaire. Okay. Ensuite, une fois que j'ai défini tout ça, va bien falloir que je contextualise mon produit dans son environnement. Et donc là, je vais devoir passer par une étape de simulation cinématique où je vais étudier les différentes séquences de montage que j'ai définies et détecter déjà s'il y a un clash avec l'environnement, pas entre les pièces. On a dépassé l'étape de la maquette numérique. On regarde si juste l'assemblage se passe bien dans le contexte qu'on a défini. D'accord ? Et finalement, la dernière étape de ce dossier d'industrialisation, c'est bien sûr de produire les fiches d'instruction qu'on va devoir adresser à nos collaborateurs sur le shop floor. Et on est encore une fois avec des objectifs de sustainability, donc adresser ces fiches d'instruction-là sans support papier et avec un support numérique. Et là, comme vous voyez ici, je suis en train de construire ma fiche d'instruction avec les données 3D que j'ai associées, que j'ai utilisées un peu avant, pour avoir poussé ça on va le voir plus tard sur le MOM, sur le MES, sur des fiches, sur des stations au poste, tactiles, ergonomiques, qui vont potentiellement faciliter la vie à mes collaborateurs, mais certainement supprimer le papier de l'usine. J'insiste 30 secondes sur le sujet. Zach disait tout à l'heure que la 3D est un langage universel. Lorsqu'actuellement on lance des fiches d'instruction papier à l'atelier, si demain je dois transférer cette activité-là en Chine ou aux États-Unis, la façon de comprendre un plan ou des fiches d'instruction doit être localisée déjà dans la langue du client ou du sous-traitant, mais aussi la compréhension des instructions ne sont pas toujours hyper facile. La 3D et les séquences d'animation qu'on voit, c'est presque comme des petites séquences, des petites vignettes de cinéma. Ça, n'importe qui peut le comprendre. Et encore une fois, dans les objectifs de développement durable, ça résout la problématique du déploiement d'un objectif de zéro papier dans les ateliers. Donc, comme vous l'avez vu à travers ces vidéos-là, on a montré l'utilisation du 3D. On a pu voir qu'avec le 3D, on peut détecter des problèmes en amont et potentiellement les régler. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur des choses que vous n'avez pas vues et des choses qu'on ne voit pas. Sur tout ce que j'ai fait, mon dossier d'industrialisation, je l'ai construit sans forcément échanger aucun mail. Je n'ai passé aucun appel et potentiellement, je me suis concentré principalement sur mon activité, sur l'innovation et une innovation durable. Là, je viens, Franck, de finir on va dire des étapes très préliminaires de mon dossier d'industrialisation. Mais il va falloir quand même que je fasse des études un peu plus détaillées, notamment qu'en est-il du code que je vais envoyer à mes machines. J'ai des humains aussi, et ils sont dans le centre de mes intérêts aujourd'hui. Je dois adresser l'ergonomie de leur poste. Comment la 3D Experience peut m'aider dans ce chemin-là avec les autres applications qui existent ? Alors justement, on a vu un premier niveau d'usage qui est de la préparation du dossier d'industrialisation. Ça, c'est très utilisé chez nos clients pour commencer, par exemple, à préparer des devis. Avec ça, je sais deviser et pour répondre à un donneur d'ordre pour dire, voilà, j'ai simulé virtuellement ce que vous me demandez de faire et on a un takt time qui a été défini.
peut-être un peu théorique, mais évidemment on peut l'affiner. Mais maintenant, une fois que j'ai reçu la commande de mon client, je reprends ce dossier et je vais l'enrichir avec des simulations qui sont de plus en plus précises, ou par exemple si je suis en usinage 5 axes, je vais simuler intégralement la séquence d'usinage jusqu'à définir le code, passer par les post-pro et directement flasher le code sur les machines, et je vais avoir la constitution, encore une fois, de mon jumeau numérique, puisque la machine va se comporter exactement comme je l'avais prévu en simulation. Encore une fois, l'objectif, c'est toujours faire bon du premier coup. Et en tout cas, de déverminer très en amont toutes les problématiques que je peux éventuellement rencontrer à l'atelier. Donc on va reprendre le transparent de tout à l'heure, et on va descendre d'un cran, justement, dans la précision de cette simulation. Pour rentrer là, justement, dans ce qu'on appelle le Digital Production Twin, donc le jumeau numérique de production, en se basant sur toutes les informations qu'on a déjà vues en amont, je vais reprendre ces informations et je vais encore une fois les enrichir d'informations encore plus précises. Bah là, on arrive sur la partie Factory Flow. Avant, j'ai fait une étude, on va dire, pour définir de quelles ressources j'ai besoin, mais là, on arrive dans une étude un peu plus détaillée, notamment dans l'étude quantitative et qualitative. Là encore, je suis dans une période d'étude déjà quantitative. Bah, je vais juste me poser la question, est-ce que le nombre de ressources que j'ai défini est déjà suffisant? Donc je vais apporter plusieurs dimensions temporelles. Avant, quand je suis dans la phase industrialisation, je ne parle finalement que du temps de cycle et un temps estimé. Bah là, en fait, je vais arriver dans ma simulation à définir le temps réel et quel est vraiment l'impact du mouvement de ces pièces-là dans ma ligne de production. Et je vais pouvoir déjà savoir si, par exemple, le conteneur que j'ai défini, il est suffisant quand il y a une panne, parce que peut-être, moi, je l'ai dimensionné pour un flux normal, mais s'il y a une panne, bah, peut-être qu'il n'est plus d'actualité, mon conteneur. Je vais aussi pouvoir déterminer plusieurs KPI, notamment les kilomètres parcourus par mes collaborateurs dans l'usine. Mais aussi, combien de kilos ils transportent par jour. S'ils dépassent une certaine norme, ça peut devenir très vite inquiétant. Et je vais pouvoir capitaliser sur tout ça, et ça va me permettre d'avoir une boucle retour vers le début de ma phase d'industrialisation, et peut-être changer ces opérations-là, changer le temps de cycle, changer tout ça, pour m'adapter aux résultats de ma simulation. Mais Franck, encore une fois, là, je suis côté machine. Tout à l'heure, je t'ai posé la question de l'humain. Qu'en est-il dans tout ça? Tout à fait, on va y venir. Juste peut-être avant de passer à cet aspect-là, ça, c'est quelque chose qui est super important parce que ça permet de stresser ma ligne selon des contextes et ce qu'on appelle avec des what-if scénarios. Qu'est-ce qui se passe si, sur ma ligne telle que je l'ai prévue initialement, j'introduis une panne sur une machine? Est-ce que la zone de stockage de la machine précédente est suffisamment bien dimensionnée? Ça permet justement d'avoir des retours et de tests en temps réel. C'est comme si j'avais reçu les ordres de fabrication, je fais tourner ma ligne, et comme l'a dit Zach, justement, on voit, parmi les ressources, on implique dans ce moment-là les ressources humaines, on a vu les petits bonhommes se déplacer, on est capable de dire exactement, cet opérateur-là, sur une journée de 8 heures, que j'ai simulé ici en quelques secondes, je sais exactement déterminer quelle distance il a parcouru, quel poids il a supporté. Donc l'aspect humain dans la définition du poste et de l'ergonomie du poste de travail est super importante dans nos nouveaux contextes. On a parlé, on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale. Là, c'est l'aspect social aussi, notamment en mettant le contexte humain dans son contexte de travail. Ici, on a défini une ligne de travail, par exemple, et on va introduire le facteur humain. Donc on a une bibliothèque de mannequins dans la 3D expérience, avec différents morphotypes. Si par exemple cette ligne-là, demain je dois l'exporter en Chine, j'ai pas le même morphotype que les caucasiens qu'on peut trouver par exemple en France. Là typiquement j'ai un poste de travail qui a été défini, avec un bac de montage et le montage avec une presse pour monter une pièce dans la boîte de vitesse. Donc l'opérateur, c'est super simple dans la 3D expérience maintenant. Franchement, il n'y a plus besoin d'être ergonome. Donc ne faites pas faire des études à des ergonomes spécialisés ou des boîtes extérieures, sauf qu'il y en a à la salle. Mais maintenant, un ingénieur bureau d'études peut utiliser ce produit-là de façon très simple. Il suffit de dire au mannequin, voilà d'où tu pars,
voilà où tu dois aller, et voilà ce que tu dois faire, l'orientation de la pièce, et le mannequin se débrouille tout seul. Il y a toute une intelligence qui a été menée par la R&D de Dassault Systèmes. Typiquement là, on voit que pour sortir la pièce, eh bien, c'est pas possible. La cornière vient le gêner. Donc on va faire une modification, là en l'occurrence de l'outillage. Donc au lieu de sortir les pièces verticales, je vais les sortir à l'horizontale. Et qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça s'applique à tous les morphotypes ? Vous avez vu en haut de la barre, on a les différentes tailles des morphotypes que je peux avoir. Il y a même, on fait travailler les enfants dans la 3D expérience. Non, c'est une petite dame. Et à côté, c'est un petit monsieur. Parce qu'elle a une jupe. La dame ne porte pas de talons. Faut le préciser. Et voilà, donc je fais tourner ma simulation et je vérifie instantanément que je suis conforme aux exigences. Ça a été très utilisé par nos clients lorsqu'il a fallu redéfinir ce que je disais tout à l'heure, la distanciation sociale dans les ateliers liés à la pandémie. Les patrons donnaient combien je peux produire, avec qui, si je dois respecter la distanciation sociale. On a vu tout à l'heure qu'on peut simuler ces aspects-là. Juste un truc qui me gêne dans votre discours. Je parle pas de parler de dissociation physique, sociale. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez bien fait de me reprendre, c'est parce que c'est exactement bien ça le sujet. C'est une distance entre deux personnes, donc c'est une sensation physique et pas du tout sociale. Vous avez parfaitement raison. Merci de m'avoir repris. Elle est bien la distanciation sociale aussi. Des fois, ouais, d'ailleurs, la société, elle fait peur. Donc. Excusez-moi. Si on continue à simuler les ressources et de plus en plus précisément, là on arrive dans les aspects robotiques. Donc la 3D Experience offre plusieurs capacités de simuler cette robotique. Là ici on est sur du soudage arc, ça peut être aussi donc de la découpe laser par exemple. On a la capacité aussi de simuler des approches de type point à point, ou perçage riftage plutôt dans l'aéro, et aussi tout ce qui est surface pour faire de simulation de robots de peinture ou je ne sais plus comment ça s'appelle, du peeling. J'ai plus le terme en français. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'avec la 3D, on va définir la trajectoire du robot par rapport, de la torche en l'occurrence, par rapport à ce que je dois faire. Et si jamais, dans la trajectoire que je définis, je vois que ça vient ramponner sur l'outillage, il y a automatiquement une clash detection qui se fait. Je redéfinis mes mouvements de robot et ma trajectoire, et je relance la simulation pour vérifier que la collision est enlevée. Quand Zach disait tout à l'heure qu'on a des bibliothèques de composants qu'on va pouvoir télécharger dans la 3D Experience, ici, dans la marque Delmia, vous avez pratiquement l'intégralité de tous les robots, de pratiquement tous les producteurs de robots de la planète, qui sont donc chargés en base de données sur les aspects donc, géométriques, mais aussi cinématiques. Donc vous avez vraiment le fonctionnement réel du futur robot que vous allez implémenter. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un nouveau robot qui vient de sortir ? Alors, si c'est le cas, vous faites une demande via le support. Nous, on se met en contact avec la R&D de Dassault Systèmes, qui va donc récupérer le robot, soit par l'éditeur, je dis n'importe quoi, ABB, qui va lui fournir la maquette numérique, et il va le mettre en bibliothèque, et vous pourrez donc télécharger ce robot directement dans la 3D Experience. C'est assez récent, mais il y a aussi toutes les bibliothèques de robots de type Kobo, qui sont d'ores et déjà disponibles aussi dans ces aspects-là, ce qui va permettre, encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit juste avant sur le facteur humain, de simuler le comportement d'un Kobo ou d'une assistance d'un Kobo pour faire du perçage, par exemple, pour que l'opérateur n'ait pas à porter le poids. C'est bien lui qui fait le geste, mais c'est pas lui qui porte l'outil. C'est le Kobo qui le porte. Lui, il fait juste le geste, il appuie sur le bouton pour percer. Pour la partie machining, c'est aussi un des sujets qu'on étudie lors de la phase d'industrialisation. En fait, il y a aussi une notion qu'on n'a pas abordée, qui sont les intermédiaires de fabrication. Donc, généralement, pour une entreprise qui usine des pièces, la pièce, en fait, elle passe par plusieurs étapes avant d'arriver à son stade final. Et donc, le bureau d'études définit plusieurs caractéristiques, notamment en industrie aéronautique, on parle de caractéristiques et caractéristiques clés. Ces caractéristiques clés, qui sont très importantes lors d'un projet, il va bien falloir
traquer leur réalisation quand on passe en production. Et donc, on va pouvoir en fait les associer à tout ce que vous avez vu avant, donc la MBOM dans un premier temps, et ensuite les appliquer aussi sur les opérations. Et ces opérations-là vont être le point de départ de ce que vous voyez ici. Et donc, la simulation machining va avoir comme point de départ les hypothèses, les caractéristiques qu'on a associées à notre opération, et on va pouvoir vérifier leur consommation et vérifier qu'elles ont été bien adressées, avec, bien sûr, comme output de ce genre de simulation, un code. Et si la caractéristique clé dans une phase très en amont venait à changer ou après venait à changer, bien sûr, le code va être aussi mis à jour. Quand on va rejouer la simulation, on aura dans un processus de change potentiellement des notifications qui vont nous dire attention, dans l'analyse d'impact, finalement cette caractéristique-là, elle a intervenu dans la MBOM, elle a intervenu dans l'opération, mais attention, dans l'opération, vous avez aussi défini un contexte de machining, et donc il va falloir potentiellement revoir ce que vous avez fait et readresser, republier le code et bien sûr corriger ou bien mettre à jour votre simulation. Là, on est à nouveau dans un contexte robotique, mais dans une définition d'une cellule plus complète et qui va mettre en œuvre plusieurs robots. Et donc là, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir synchroniser ces différents robots et donc définir les tasks et les encombrements de chacun de ces robots. Encore une fois, avec toutes les composantes de bibliothèque qui sont fournies, on va pouvoir faire des études qui sont assez précises là-dessus et même définir des mix de simulation, par exemple. De plus en plus, il y a des clients qui s'intéressent à l'usinage robotisé. Donc mettre une tête de robot d'usinage sur les robots, définir les parcours d'outils surfaciques, dont je parlais tout à l'heure, avec le module surfacique, et pouvoir faire toutes ces simulations. Là, en l'occurrence, c'est des simulations de montage. Et si je vais encore un petit peu plus loin, si je ne me trompe pas, voilà. Donc là, on est sur du virtual commissioning, où on voit en bas à gauche le contrôleur réel, sur lequel, à droite, j'ai son interface de contrôle, de contrôleur. J'ai branché le contrôleur sur mon PC, j'ai ma simulation robotique d'Endelmia qui tourne et qui est en liaison avec le contrôleur réel. Et donc on voit les échanges d'informations qui se font, la synchronisation qui se font entre les deux. Et soit je peux stopper la séquence directement dans l'outil qu'on voit en haut, où je vais pouvoir donc jouer le synopsis de ce que je veux vérifier, et ça va stopper automatiquement l'interface de contrôle en bas. Donc j'ai bien, et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que je peux aussi interagir directement dans l'interface du bas pour stopper la simulation. Par exemple, si en bas à gauche, j'ouvre sur un bouton, la porte d'accès à la workcell s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le système s'arrête? Ce qui est nécessaire. Ou pas? Auquel cas, j'ai mal câblé, j'ai mal fait ma simulation. Donc ça permet aussi, là pour le coup, on est vraiment dans cette notion de jumeau numérique, puisque j'ai le virtuel qui pilote le réel via le contrôleur qu'on vient de voir. Donc si j'avais le robot à côté, j'aurais presque exactement les mêmes mouvements au même moment entre le robot virtuel et le robot réel. Et à l'inverse, si je fais bouger le robot réel, je vais le voir bouger dans le virtuel. Donc encore une fois, on est descendu, encore une fois, comme je disais, de façon un peu plus précise, puisque là, généralement, derrière ça, on génère du code. Et ce code, on va pouvoir l'associer à la nomenclature qu'on a définie tout à l'heure, donc aux étapes de la gamme. Et vous vous souvenez tous les processus de change dont on parlait tout à l'heure. Si je suis à l'atelier, que je me rends compte que l'outil de contrôle qu'on m'a demandé et la cote que je dois vérifier, j'ai pas le bon outil, ou la cote n'est pas correcte. Par exemple, je fais de la surqualité parce que j'ai un intervalle de tolérance qui est mal défini. Je lance un mécanisme de change, une décision est prise, je modifie la cote. Enfin, une personne du bureau d'études va modifier la cote sur la pièce, je prends une révision et je redescends le cycle. Donc ça permet, encore une fois, dans les deux sens, que ce soit dans le sens en partant des exigences du départ, s'il y a une modification, de voir l'impact, toute la chaîne d'impact que ça peut avoir, jusqu'à la redéfinition de la chaîne de code, etc., etc. Encore une fois, dans un objectif de faire bon du premier coup et de
d'analyser, on parlait tout à l'heure, ce matin très tôt, c'est Xavier qui parlait de ça, des histoires de mesure. C'est très important de pouvoir contrôler tous ces aspects-là parce qu'on peut mesurer. Et donc tous ces aspects-là, quand je peux mesurer ces différents retours, et ça va justement faire la transition vers le monde du temps réel, puisqu'une fois que j'ai fait toutes ces définitions-là, que j'ai industrialisé mon dossier, que je l'ai enrichi, il est prêt à être lancé en production derrière et exécuté en temps réel. J'ai une question par rapport à ça. Parce que Franck, là j'ai bien compris l'intérêt du jumeau numérique, j'ai bien compris que c'est une sorte de bac à sable où je peux jouer et explorer tous les scénarios voitifs qui me taraudent dans ma tête, je peux jouer, je peux explorer toutes les possibilités. Mais on joue pas, hein. C'est sérieux. Ah oui c'est vrai, on joue pas. Mais ça ressemble à un jeu vidéo quand même. Ouais, c'est sérieux, serious game on va dire. Voilà. Mais moi j'ai des vraies problématiques par contre, qui ne sont pas des problématiques de jeux vidéo. Je ne peux pas lancer ma pièce en production quand je veux. J'ai un aspect ordonnancement à étudier. Mon opérateur dans le shop floor, en fait, c'est bien la fiche d'instruction que je vous montrais tout à l'heure, mais elle est incomplète. Il manque par exemple, ne serait-ce que le bouton sur lequel il peut appuyer pour dire qu'il a un problème. Comment je peux lui adresser toutes ces informations que peut-être aujourd'hui j'ai figées et qui sont et que je juge suffisantes pour passer en production vers mon opérateur et pour lancer tout ça en production? On va pousser l'information, encore une fois, vers le temps réel. Donc on appelle ça un MES, Manufacturing Execution System, ou MOM, Manufacturing Operation Management, où là je vais donc tenir compte de ces... Pour faire simple, c'est la tour de contrôle de ce qui se passe dans l'atelier. Donc il y a un certain nombre de pilotes qui sont dans leur salle et qui viennent contrôler et ils sont informés en temps réel de tout ce qui se passe dans l'atelier. Pour ça, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir connecté les machines. On parle de plus en plus d'Internet des objets industriels, donc, où de plus en plus les machines sont déjà connectées et vont remonter de l'information par le réseau et qui vont piloter, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas une obligation, mais si on a le jumeau numérique de l'usine qui est disponible, on va pouvoir avoir ce retour temps réel et avoir la modification qui va s'opérer. Donc dans le MES, on va couvrir tous ces aspects-là, tout ce qui tourne autour de l'atelier. Donc les aspects de planification, de livraison, l'entrepôt, et tenir compte de tous ces paramètres-là pour pouvoir donc améliorer. C'est la boucle d'optimisation, la boucle retour. Et en fonction de ce qui se passe, je vais pouvoir prendre des décisions. Donc ici, par exemple, on voit les aspects de planification de l'ordonnancement. Donc c'est le RP qui a donné la cadence, c'est lui qui lance les OF. Mais souvent, le RP il va travailler à capacité infinie. Donc là, avec ce type d'outil, qu'on appelle un APS, Advanced Planning and Scheduling, je vais pouvoir réordonnancer ma production en tenant compte de la production réelle. J'ai une machine qui tombe en panne, je tiens compte de ces paramètres et le planeur va ou le système automatiquement va réordonner la production pour, par exemple, changer de machine si elles sont compatibles, parce que le système, dans la gamme, j'ai défini que cette étape de la gamme peut être reroutée sur telle autre machine. J'ai plusieurs machines qui peuvent faire la même opération. Et donc, je vais pouvoir séquencer et optimiser mes séquences de machines de cette façon-là. Donc ça, c'est en amont. Et une fois que j'ai replanifié correctement ma séquence d'usinage de la journée, je renvoie les informations à l'ERP qui, lui, va se resynchroniser pour mettre en conformité entre ce qui se passe dans le réel et de ce qu'il avait planifié initialement. Le MES aussi, ça permet donc d'avoir un contrôle et un pilotage de tout ce qui se passe dans l'atelier. Donc là, je suis par exemple connecté sur une machine 5 axes, on voit des perfmetteurs qui s'affichent et je vois toutes les étapes de production, tout ce qui s'est passé sur ces dernières heures et tout ce qui est en train de se passer en temps réel. Donc soit je m'écarte ou soit je suis proche des objectifs qu'on s'est fixés pour la journée, de fabriquer X pièces de l'heure ou dans la journée. Les petits indicateurs qu'on voit en haut, on pourrait très bien, typiquement ici, indiquer consommation d'énergie instantanée de la machine. Et la somme de toutes les informations que je vais récolter dans la journée va pouvoir alimenter les systèmes dont on a parlé ce matin. C'est-à-dire qu'on n'a plus des boucles de retour théoriques ou des simulations théoriques, comme je l'avais fait ce matin, mais là, je vais remonter de l'information temps réel, donc réaliste, pour à nouveau refaire tourner les séquences dont on a parlé tout à l'heure.
Donc on voit ici la liste des work orders qui sont sur le côté et sur quelles machines elles ont été affectées. Et là, tout ce que disait Zakaria tout à l'heure, c'est-à-dire que les fiches d'instruction et le 3D qu'on a défini en amont dans mon dossier d'industrialisation va passer dans ces moyens-là pour pouvoir justement directement avoir des informations 3D visuelles au niveau des opérateurs. Les postes que l'on voit ici peuvent être directement déployés à l'atelier, évidemment sur des PC, mais de plus en plus sur des tablettes, pour que, encore une fois, on va essayer de satisfaire l'objectif zéro papier dans l'atelier. Et on peut, donc là, on voit, il y a un partenariat avec Osisoft de Dassault Systèmes qui va permettre justement d'aller prendre des mesures encore plus fines sur les mesures des extraits des machines. Donc là, on retrouve, je suis sur une station, je retrouve toutes les étapes de la gamme et les différentes quantités. Et on est dans un environnement qui s'appelle 3D Lean, qui permet d'avoir un certain nombre d'informations. Peut-être que dans les ateliers, vous avez déjà vu ça. En bout de ligne, il y a souvent des informations qui sont remontées, où le chef de ligne va faire ce qu'on appelle un flash five. Donc tous les matins, ou à chaque shift, entre deux shifts, on va prendre les informations de ce qui s'est passé dans le shift d'avant et puis on transmet les informations à l'équipe qui suit. Ça, c'est typiquement ce genre d'outil. Au lieu d'avoir un tableau papier, comme c'est assez souvent les entreprises, on a un écran tactile dans lequel on va pouvoir donc afficher ce genre d'informations et faire participer les gens qui bossent sur la ligne. C'est pas un échange du chef de ligne vis-à-vis de ses gars, c'est une collaboration, il y a un échange. On prend les différentes informations, puis on vient les manipuler et multisite directement aussi. à l'écran. Ouais. Voilà, donc ça ressemble à ce genre d'interface par défaut, dans lequel je vais définir qui est présent aujourd'hui, l'affectation directement. Encore une fois, si j'ai le jumeau numérique de ma ligne, je vais pouvoir dire aujourd'hui telle personne va prendre ce poste-là. Attention, telle personne c'est un intérimaire, donc toi qui es à côté. Toutes les 2 heures, tu vas vérifier qu'il fait quand même correctement son activité ou tu viens l'aider, etc. Donc ça permet d'avoir un échange non plus statique au travers de papier ou de fichiers Excel que j'ai imprimé le matin et que je viens punaiser, qui est plus vrai 2 heures après. Là, on est dans un environnement qui est plutôt justement dynamique, où je vais pouvoir manipuler les informations ou extraire en automatique les informations qui viennent du MES. Donc, encore une fois, du temps réel. Et ça, c'est super important parce que généralement, avec tous on a parlé beaucoup de ces aspects-là ce matin, c'est la remontée d'informations et les mesures. Et donc, dans tous les environnements qu'on a vus, que ce soit aussi bien dans l'APS que dans la partie MES, on va définir les KPI qui vont permettre de prendre les bonnes décisions, soit au niveau des opérateurs, soit au niveau directement des responsables de ligne. Et évidemment, ces KPI, maintenant, ils vont intégrer des nouveaux contextes. On parlait tout à l'heure de consommation d'énergie. C'est pas forcément des choses qui existaient jusque-là. On s'en préoccupait un peu moins, on va dire. Et donc, on a la possibilité justement de définir ces KPI et de les afficher, comme on le voit ici. Là. Par exemple, le service rate. Et à chaque fois que se fait une simulation, on a encore beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, dans ce qu'on appelle les what if scénarios. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe si je déplace cette machine? Qu'est-ce qui se passe si je déplace? Et automatiquement, on va voir les KPI qui vont évoluer, et encore une fois, ça permet de prendre les bonnes décisions. C'est des outils d'aide à la décision. Donc, en conclusion, on voit bien que tous ces aspects de production ont un impact typiquement sur l'efficacité opérationnelle, et dans cette efficacité opérationnelle, ça satisfait aussi ces objectifs de développement durable. Dans le but du jeu, encore une fois, de faire bon du premier coup, ça veut dire que je ne vais pas faire de proto physique, que je ne vais pas pouvoir utiliser puisque c'est un proto, donc derrière je vais consommer de la ressource potentiellement pour rien. Dans certains cas, c'est encore nécessaire de faire des prototypes, mais encore une fois, maintenant avec la maquette numérique, on sait depuis des années, les avions ils sont certifiés directement sur la maquette numérique, il n'y a plus besoin de faire de prototype. Pour autant, le premier avion, ou en tout cas si c'est un proto, il vole. Et voire même des fois il est vendu. Parce qu'il est certifié et qu'on sait ce qu'on fait. Et là encore, donc il y a tout un tas de ces petites étoiles que j'ai mis sur les différents thèmes. Ça participe justement à tous ces aspects-là. Encore une fois, pour conclure sur ma présentation de ce matin, le système
PLM que l'on vient de voir dans ses aspects de production ne travaille pas dans un environnement autonome, il est en communication avec d'autres systèmes, et notamment des systèmes d'information, comme le RP, hein, je vais pas revenir sur la présentation de ce matin, mais aussi avec la remontée temps réel du terrain, donc via les serveurs au PCUA, avec la connexion aux machines, le MES est connecté et remonte son information, et on boucle la boucle avec les aspects de la 3DX Platform qui sont en haut, où je peux donc à nouveau faire tourner mon jumeau numérique en fonction non plus de données théoriques, mais de données réelles, temps réel, qui viennent du terrain. Et je peux mesurer les écarts. Vous vous souvenez ce matin des diagrammes où je mesure l'écart entre une situation A et une situation B. C'était pour dans le Life Cycle Assessment. Ben là, c'est un peu le même principe. C'est je pilote l'écart, la dérive que j'ai entre mon modèle théorique et mon modèle réel. Et si le modèle réel, c'est le bon, ben je corrige mon modèle théorique en fonction. Donc je le fais évoluer. Et le jumeau numérique, il est vivant. Et là aussi, ben, il faut mettre en communication et en synchronisation ces différents aspects. Et c'est via donc le Smart PLM dont j'ai parlé ce matin. Et c'est très important, justement, encore une fois, de mettre en place cette synchronisation. Merci pour votre attention. Merci. On a le temps pour les questions ? Oui, on a le temps pour les questions. Est-ce qu'on peut coupler toute la partie layout, tout ça, avec de la VR? Oui, c'est une très bonne remarque. En fait, tout ce qu'on vous a montré, toute la partie MBOM, simulation de flux et layout, est VR ready. Ça veut dire que vous n'avez pas d'étape d'installation supplémentaire à faire, ne serait-ce que d'acheter un HTC Vive et d'installer Steam. Et à partir du moment que vous mettez votre casque, vous cliquez sur le bouton pour lancer la simulation, la session VR, vous pouvez assister à tout ce qu'on vous a montré, donc la simulation de track, la simulation de flux, dans une session VR pour voir tout ce qu'on vous a vu montrer en vidéo dans une session VR. Et qui permet bien sûr une mise en contexte supplémentaire et très pertinente. Il y a aussi quelque chose qu'on a lié au layout. Construire une usine ou une ligne complète à partir d'éléments 3D, c'est pas forcément trivial parce que les usines ne sont pas toutes neuves et il y a certaines machines qui sont anciennes. Et donc, elles n'ont peut-être même pas été conçues en 3D à l'époque. Mais pourtant, elles sont opérationnelles et il faut en tenir compte. Donc aujourd'hui, on a la capacité à scanner de façon extrêmement précise un environnement de travail que l'on peut importer dans le layout de la future usine, faire des modifications en enlevant le nuage de points qui nous embête et positionner directement la nouvelle maquette numérique de la nouvelle ligne. Et donc gérer les encombrements et tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur le Factory Flow, où je fais ma simulation de flux, je peux faire ma simulation de flux dans un environnement réaliste qui est venu par le scan d'un nuage de points. Et là, on a des partenariats avec des équipes qui font des travails, franchement, c'est extraordinaire. Mais un résultat presque photoréaliste, et pourtant c'est des nuages de points. Et ça peut être aussi, ça peut aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que des fois, dans des phases d'études de nouvelles usines, on ne connaît pas la machine finale qu'on va utiliser lorsqu'on lance les études de simulation de flux. Et donc, ce qu'on a, on ne dispose que de l'encombrement. Et on peut très bien lancer ce genre de simulation en n'ayant que des boîtes noires avec de certaines caractéristiques, avec certaines dimensions, pour aller encore plus vite. Parce que le but de tous ces outils, c'est de pouvoir introduire des produits le plus rapidement possible sur le marché, mais bien sûr en respectant toutes les nouvelles contraintes et de la sustainability. En fait, effectivement, pour faire les simulations de flux, je peux très bien démarrer directement avec des boîtes. Je vais avoir besoin de l'enveloppe 3D de la machine que si, par exemple, je parlais tout à l'heure de Kobo, on n'a pas parlé d'AGV, mais on peut aussi définir la géométrie exacte, ou en tout cas approximée, de la machine ne porte d'intérêt que si je peux avoir un risque de collision avec cette machine. Si c'est une boîte, j'ai l'encombrement maxi, mais des fois, j'ai des robots qui peuvent passer extrêmement près, ou comme on l'a vu tout à l'heure dans la séquence de montage du siège, je peux être contraint de passer ma pièce vraiment très près du bâti. Et là, à ce moment-là, c'est mieux si j'ai une définition exacte, ou en tout cas très proche de la machine, plutôt qu'une boîte. Il y a un deuxième point que je
c'est bon, on vous entend. On est l'enregistrement. Ah. Du coup, un autre point dont vous n'avez pas parlé, c'est le temps de mise en données, disons, dans la machine, dans l'ordinateur, quoi. Combien de temps vous avez mis pour faire tout le layout? Est-ce que c'est rentable de faire tout le layout sur l'ordinateur alors qu'à la main, ça serait plus rapide, par exemple? Vous n'en avez pas parlé. Non, effectivement, et c'est une bonne question, puisqu'on comprend quand même l'intérêt de faire les choses en 3D, puisque justement, tout l'intérêt, c'est en fonction de la circulation des éléments, des chariots élévateurs, du personnel dans l'usine, et puis des AGV dont je parlais tout à l'heure, ou des robots, c'est pouvoir justement simuler tout l'encombrement. Et le layout, généralement, je vais le récupérer de DXF, d'AutoCAD, où il a déjà été fait en 2D, donc je le charge dans la 3D expérience, et c'est là-dessus que je vais positionner les éléments de bibliothèque qui sont déjà présents, les robots dont je parlais tout à l'heure, à l'échelle 1, et à la bonne dimension évidemment. Et puis j'ai une bibliothèque de composants paramétrés que je vais pouvoir donc directement modifier. Après, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez récupérer, qu'est-ce que vous disposez. Pour ça qu'on a parlé de boîte. Dans certains cas, juste l'encombrement, la mise en données, je peux être très très light. On appelle ça du LOD, hein, du level of detail. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller jusqu'à une simulation de tout ce qui se passe à l'intérieur de ma machine? Déjà, très certainement, votre fournisseur, c'est son IP. Il ne va jamais vous donner ce qu'il y a dans sa machine, mais au moins l'encombrement extérieur peut suffire. Donc, le temps de constitution de ce jumeau numérique dépend aussi beaucoup de ce que vous récupérerez. Si vous êtes contraint de tout redessiner, là, ça peut être quand même assez conséquent. Mais il y a aussi les catalogues. Il y a les catalogues aussi qui comportent des ressources paramétrables qui vont venir s'adapter aux dimensions que vous avez définies sur le layout. Par exemple, là, tout à l'heure dans la vidéo, je posais un conteneur. Le conteneur, il a 1 mètre sur 1 mètre comme paramètre de base. Mais je sélectionne, par exemple, le layout 2D qui se trouve sur ma représentation. Et le bac va venir s'adapter à ces dimensions-là que j'ai sélectionnées. Donc ça permet aussi d'aller un peu plus vite sur des pièces qui sont un peu répétitives, comme les fans par exemple, comme les cantonneurs. Donc, après, ça dépend aussi de l'utilisateur. Hein. Au début, ça va être un peu compliqué de construire une usine from scratch. Mais plus l'utilisateur va utiliser l'outil, et plus la courbe d'apprentissage va s'aplatir, et on pourra faire des choses un peu plus rapidement dans le temps. Et dernier point, vous avez tout à fait raison, la mise en données initiale prend toujours un peu de temps. Mais après, dès que je fais une modification, c'est instantané. Et grâce à la continuité digitale qu'on a vue tout à l'heure, on a la propagation de tout ce qui peut se passer en liaison avec le produit que je dois manufacturer. Donc effectivement, le temps initial, la première fois que je vais faire ma ligne, c'est un temps certain. Mais dès que je vais faire des modifications derrière, ça va être beaucoup plus rapide. En fait, on capitalise. C'est bien ça l'intérêt. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ces aspects-là dans vos éléments de production, mais vous allez vous le constituer petit à petit. Ça devient un asset. Hein, toute votre 3D. Aujourd'hui, vous avez peut-être ça sous des plans papier, qui sont dans des racks, chez vous, dans des armoires. Là, ça va être dynamique, compréhensible, évolutif. Et comme je disais tout à l'heure, encore l'intérêt, c'est qu'on va arriver jusqu'au temps réel et comparer le virtuel avec le réel en permanence.